Bonjour et bienvenue dans cette édition des podcasts à livre ouvert. Le sujet d'aujourd'hui, c'est sommes-nous libres de nos écrits? Alors, je voulais introduire ce sujet avec une petite citation. Déjà, c'est quoi la liberté? La liberté, ça a été défini par énormément de philosophes, notamment beaucoup d'auteurs, d'écrivains. Mais je vous avoue que moi j'aime beaucoup la petite définition de Platon, qui a introduit Socrate, qui disait que la liberté consiste moins à faire sa volonté qu'à n'être pas soumis à celle d'autrui. Elle consiste encore à ne pas soumettre la volonté d'autrui à la nôtre. À l'image de cette petite citation, est-ce que nous sommes libres de nos écrits? Marc, un petit Alors, commentaire. ouais, je trouve qu'effectivement, ouais, on peut commencer par Platon, c'est bien. Effectivement, la liberté, mais justement, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a une phrase de Yankelevitch qui est très intéressante. Il entend parler des gens et la personne, dans ce qu'elle dit, elle dit, c'est presque ça. Et elle utilise le mot presque. Et Yankelevitch dit, voilà, presque, c'est cette infime partie de liberté. C'est qu'est-ce que la liberté? Ben, c'est presque. Parce que vous avez sorti comme ça, toute une idée, tout ça, qui est peut-être juste, qui est peut-être, mais vous dites qu'elle vient de vous, mais est-ce qu'elle vient vraiment de vous? Est-ce qu'elle vient de votre culture, de ce que vous avez vu, de ce qu'on a donc pu manipuler, ce que vous avez vu? Est-ce que de quoi elle vient, hein? Et donc il dit le presque, c'est le doute. Et le doute philosophique, c'est la liberté quelque part, parce que justement, on, on reste ouvert. Et la liberté est liée à la vérité, je pense. Et c'est cette idée-là qui fait que, bon, ben, sommes-nous libres pour continuer dans ce que tu nous as lancé? Je dirais, à mon sens, il y a trois niveaux, en gros, schématiquement. Premier niveau, je dirais, ben, déjà par rapport à la société. Sommes-nous libres d'écrire ce qu'on veut? Ben, on voit aujourd'hui que ce n'est plus le cas, puisque la Commission européenne a une charte pour les journalistes et pourquoi pas pour les écrivains, qui vont dire ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Le fake news, mais c'est quoi le fake news? Le fake news, c'est ce qui ne correspond pas à l'avis de ceux qui ont le pouvoir, de ceux en tout cas qui peuvent faire taire celui qui dit l'inverse. Donc à l'époque, on avait le mot hérétique, parce qu'on était en dehors du schéma normal, du schéma qui était imposé par certains. Alors c'était la religion chrétienne. Il faut savoir qu'à l'époque romaine, c'était l'inverse. C'était la religion chrétienne qui était hérétique. La religion chrétienne s'est imposée après, très simple. Et puis bon, il n'y a pas que l'idée de religion chrétienne, il y avait le pouvoir. Et on était hérétique dès qu'on sortait de ça. Pourquoi est-ce on était poursuivis et brûlés comme Galilée? Parce on bouscule les gens. Et à partir de ce moment-là, à partir où on fait réfléchir, où on bouscule les gens, le pouvoir donc, commence à devenir moins fort. Si on commence à douter, on est moins esclave. Et donc aujourd'hui, donc on voit clairement, puisqu'on on veut interdire Twitter, Twitter, pourquoi pas. Mais quand Twitter répondait aux injections du FBI, donc d'un État, quand il répondait aux injections de Pfizer, qui est une entreprise privée, qui disait non, ce médecin américain qui dit que les injections, c'est pas forcément, c'est peut-être un peu dangereux, vous ne le mettez pas. Ça veut dire qu'on n'est pas libre d'écrire ce qu'on veut. Et à cette époque-là, Twitter n'était pas interdit. Et aujourd'hui que, bon, on peut critiquer Musk, c'est pas le problème, mais à partir du moment où il a dit non, mais tout ce qui s'est passé avec les preuves à l'appui, on veut l'interdire. Donc, quelque part, on n'est pas libre de ce qu'on écrit parce qu'il y a un pouvoir. Et c'est pas nouveau. Voltaire disait, faites très attention avec la vérité. La vérité doit se donner avec parcimonie parce que c'est très dangereux. Et Voltaire a été emprisonné pour ça. Il le savait. Et Rousseau, qui aimait dire la vérité, il a eu beaucoup de problèmes, notamment même à Genève, où il a été caillassé dans son appartement. Donc, je veux dire, la vérité, c'est dangereux. Et donc, on n'est pas libre de dire ce qu'on veut par rapport au pouvoir. Ensuite, on n'est pas vraiment, on veut, là c'est un deuxième niveau, par rapport au public. Alors, un vrai auteur, il va dire ce qu'il pense, mais quand tu écris un bouquin au public et que ton public, ou il te suit pas, donc tu n'existes pas, ou tu n'écris pas selon des normes actuelles, aujourd'hui, quelqu'un qui va écrire comme Balzac, il sera pas publié, il sera pas lu.
Aujourd'hui, il faut écrire de la littérature presque orale, en tout cas de la littérature qui va vite. Donc, quelque part, même si on s'adapte à ça, parce que c'est partie de notre culture, c'est bien ou mal, c'est pas le problème, mais on doit s'adapter. Donc, on n'est pas forcément libre. Et enfin, et je termine par ça, on n'est pas libre parce qu'en fait, est-ce qu'on peut vraiment exprimer ce qui est au fond de nous? Eh ben, je vous proposerai de lire Bukowski, Charles Bukowski, avec son recueil de poésie. C'était génial. Et Bukowski fait un poème que moi je trouve vraiment fondamental. C'est en anglais. Bon, il dit So you want to be a writer. So you want to be a writer. Ça veut dire alors tu veux devenir un écrivain avec ce petit sourire qu'on devine dans cette phrase. Et il dit mais si tu veux être un écrivain, alors tu dois l'avoir au fond des tripes. Il faut que tu en aies besoin d'écrire. Et donc si tu as besoin d'écrire, c'est que ça vient au fond de toi. Et si ça vient au fond de toi, est-ce que tu es vraiment libre? C'est un peu la question. Magnifique. Très bonne citation de Bukowski. On en avait déjà parlé précédemment. En plus, Marc, on avait échangé là-dessus. C'est quelque chose que je conseille vivement à nos auditeurs. Jennifer, Michael, un petit rebondissement. Sur ce que tu disais, Marc, effectivement, ce qui censure, eh bien, qui est l'être vivant humain pour censurer, limiter, conditionner, si ce n'est l'être vivant humain lui-même qui s'auto-sabote intérieurement et qui reflète ces déséquilibres à l'extérieur. Donc effectivement, c'est déjà que l'être, celui qui pose la censure, qui pose ses restrictions, il est déjà à l'intérieur de lui-même tellement mal, qui va venir refléter donc dans le champ extérieur, venir entre guillemets bloquer tous ces êtres qui sont dans leur pleine libre expression dite équilibre, parce que c'est ce que l'on est à la base, et qu'on vient donc censurer, on vient restreindre pour qu'ensuite l'être s'amenuise à petit feu, parce que c'est ce qui se passe. L'écriture, c'est l'expression de qui l'on est, comme on pense, on s'exprime et on réalise quoi que ce soit. C'est la pure expression de qui l'on est. Donc, bien censurer, bien limiter, ça revient à asphyxier, à amenuire l'être vivant humain dans toute sa splendeur, si on peut dire. De mon côté, pour rebondir sur tout ça, justement, j'ai remarqué qu'à travers l'histoire, l'évolution de l'histoire de l'humanité, aucun écrivain n'a été libre d'écrire ce qu'il pouvait penser réellement, en fait. À chaque fois, il a dû transformer son texte pour arranger le dirigeant, on va dire, local du moment, ou la croyance du moment. Dans beaucoup d'écrits antiques, il y avait un certain style, il fallait respecter le style. Dans les écrits un peu plus, on va dire, médiéval, tout ça, il fallait respecter la religion à tout prix, parce que ce soit vraiment centré que sur la religion et sur Dieu, quasiment. Plus tardivement, fallait pas que justement les écrits dérivent sur des trucs, on va dire, hors contexte religieux. Ça veut dire quoi? Ça, par exemple, si on parle de Copernic ou de Galilée, quand ils ont commencé à publier leurs écrits, ils ont eu beaucoup de problèmes justement à cause de ça. Et ils ont dû modifier ou publier à leur mort pour éviter d'avoir beaucoup trop d'histoires par la suite. Et plus tard, si je me trompe pas, vers le 17e, 18e siècle, on retrouve des auteurs tels que Molière, tels que Corneille, et ainsi de suite, qui ont dû quand même modifier à plusieurs fois leurs pièces pour rendre la pièce acceptable aux yeux de tous. Même La Fontaine aussi, d'ailleurs, avec les fameuses salles qu'il a écrit et réécrit derrière. Et aujourd'hui, on retrouve ce même phénomène, mais sous d'autres contextes. C'est-à-dire, par exemple, ce point de vue politique, on peut pas dire que, on peut pas dire ce que la politique pense. Par exemple, si on veut écrire comme quoi, les vaccins, contre, je sais pas, moi, la Covid, c'est mauvais pour la santé, c'est pas bon, mais on peut pas. Parce que c'est tout de suite censurer le truc. Donc, voilà, en fonction de là où le contexte constitue, on n'est jamais vraiment libre de ce qu'on écrit. Après, il y a aussi un truc intéressant, c'est qu'en tant qu'écrivain, en fait, ça va forcer à la personne de réfléchir maintenant. Comment est-ce que je peux faire passer ce message autrement? Et là, on arrive à trouver des solutions de contournement pour faire passer le même message, mais sous une autre voie, en fait. Donc, en quelque sorte, on transgresse la loi, on transgresse un peu l'interdit d'une manière ou d'une autre pour réussir à atteindre notre objectif. Et je trouve que c'est quand même merveilleux parce que ça stimule beaucoup les grands écrivains. Je pense que c'est grâce à ça qu'ils ont pu faire des chefs-d'œuvre littéraires tels qu'on connaît aujourd'hui. Même des écrivains modernes aussi. Ils ont des gens qui écrivent des trucs, mais c'est incroyable ce qu'ils écrivent. Mais là, ils ont pu contourner cette voie pour justement amener cette réflexion-là et dire voilà, comment est-ce que je vais construire mon truc? Voilà, c'est ça. C'est cette brique-là que je vais poser.
Super, belle intervention. Marc, j'ai vu que tu voulais intervenir à la suite Oui, je voulais dire de ce à commentaire. Mickaël de faire attention parce qu'on passe sur YouTube. Ça serait dommage d'être censuré dès le début, mais ça serait une belle Par illustration. exemple, attention, hein. Et je suis d'accord avec justement, oui, l'idée de l'écrivain, de l'artiste en général, de partir de ça. Et j'ai tout bête à l'esprit. Alors, c'est pas de la littérature, mais c'est de la peinture, mais c'est très intéressant aussi. C'est la peinture de Masaccio. Masaccio, il a fait une fresque murale que je conseille à tout le monde d'aller voir à Florence. Il faudra faire la mettre sur l'écran. Ça s'appelle la Trinité. Et la Trinité, c'est payé par un couple de riches négociants qui voulaient passer à la postérité. Voilà. Donc, c'était quelque part, on contraint la liberté de Masaccio, qui peut pas peindre ce qu'il veut. Il doit peindre une Trinité, donc le Christ, le Saint-Esprit, tout ça, avec ceux qui payent. Comme aujourd'hui, dans la presse, ben, ils sont payés par des gens et on va leur dire leur vérité. Ben là, c'est pareil. Donc, il y a des négociants qui sont devant, ils veulent se voir pour passer à la postérité. Et en fait, quand on regarde la Trinité de Masaccio, on voit plus les deux, ces deux ploucs qui sont là, qui prient. Bon, c'est des millions de gens pareils. Ils sont morts, on se rappelle plus du tout de leur nom, on sait même pas ce qu'ils ont fait. Et ce qui reste, c'est la puissance artistique de Masaccio dans sa Trinité et dans sa manière de représenter la peinture, hein, donc cette magnifique peinture du Christ en croix, mais sa façon de présenter avec justement des profondeurs, avec tout à fait autre chose, une autre vision du monde. Et c'est cette vision du monde qui passe. Et Masaccio, en se cachant, en suivant ce qu'on a demandé de dire, eh ben, il a changé le monde. Et les gens de l'époque ne le voyaient pas. Ils disent, ouais, tiens, il a peint un machin, notre monsieur Bill Gates, je ne sais pas, j'ai dit son nom, on va te censurer, mais c'est quelqu'un comme ça. Mais en fait, dans un siècle après, ben, il n'y est pas, cet homme-là, parce que qu'est-ce qu'il a fait? Par contre, Masaccio, il y est. Parce qu'il il a montré l'instant où le monde n'est plus le même. Et c'est peut-être ça, effectivement, comme tu disais, Michael. Ouais, tout à fait, c'est une bonne intervention à ce niveau-là. On est très focalisé dans presque dans la censure, j'ai envie de dire, hein, sur cette question de la liberté de nos écrits. On en a beaucoup parlé de la censure précédemment, mais j'avais envie d'orienter un petit peu la réflexion sur plutôt le penchant personnel et notamment de tous les éléments qui constituent notre être et qui nous apporte les bases de ce que l'on va écrire. Du coup, je voulais me poser une question: à quel point nos lectures forgent-elles nos écrits? Alors, moi qui suis écrivain également, en relisant ce que j'écris, souvent, des fois, je me dis, mais c'est incroyable parce que je sens l'inspiration de tel ou tel auteur, parfois du Dan Brown, parfois du Stephen King. C'est littérature un peu contemporaine dont j'aime m'inspirer parce que j'ai envie de toucher un lectorat le plus vaste possible dans mes écrits, et même si j'essaye de raconter des faits historiques les plus pointus possibles, donc les faits je vais les piocher dans les articles scientifiques, et la forme elle semble être inspirée par mes lectures détentes d'ailleurs, pas par tout ce qui va être philosophique, hein. Ce que je vais écrire, ça va être très très loin des paroles de Sartre ou de Camus ou de Nietzsche, hein. Ça va pas du tout être construit de la même manière, mais je trouve que des fois, sans le vouloir, d'une manière totalement inconsciente, j'ai ça dans mes écrits. Je voulais savoir si pour vous c'était à peu près la même chose. Oui, moi, oui. Je dirais, pourquoi est-ce qu'on écrit? C'est encore plus compliqué. Et quelque part, effectivement, c'est un peu ça. Peut-être qu'on se pose des questions. Moi, j'écris, en fait, quand j'écris, je me pose une question. Qu'est-ce dans cette problématique-là? Et les personnages que je sors, ben, c'est des personnages qui vont de ma vie et de mes écrits, de ce que mes lectures, de mon monde. Et c'est ces personnages qui vont trouver la réponse, en fait. Et moi, je sais pas si c'est pareil pour toi, pour Jennifer, pour Mike. Est-ce que moi, quand j'écris, j'ai une idée globale de ce que je veux écrire et j'avance à l'aventure. Et jusqu'à présent, tous les romans, je n'ai jamais terminé de la manière dont je pensais au départ. Parce qu'on ne peut pas, parce que les personnages, ils suivent leur voie, et tu le sens, enfin, on le sent que c'est pas possible. Il y a César Pavese qui a écrit tellement de bonnes choses et qui parle de la littérature, et qui disait, il y a plein d'erreurs en littérature qui sont pas graves, des coquilles, des phrases mal tournées, des phrases feignantes. On a tendance à des fois passer vite, et après on se dit, ah, j'aurais dû mieux la travailler. Mais ça fait partie de voilà, l'environnement, l'emballage, c'est très important. Il y en a qui écrivent très très bien. Il y a des gens qui écrivent, waouh, c'est magnifique. Mais est-ce que ça a un sens? Parce que quelque chose de magnifique comme un super ordinateur là, qui te donne l'heure sur Mars à l'instant précis, c'est génial, mais ça sert à quoi? Quand j'écris et quand on écrit, et je pense que encore plus les grands auteurs,
C'est des gens qui nous parlent, qui ont quelque chose à nous dire. Et c'est ça ce que disait Bukowski. Écris parce que tu as quelque chose à dire. Et comme tu dis, alors dans ce cas-là, oui, tout ce qu'on a, tout ce qui nous entoure, fait la matière de ça. Moi, on me dit, on sent ma grande satisfaction, mon admiration pour John le Carré. Pourquoi John le Ouais. Carré? Parce que John le Carré, c'est un type même de roman d'espionnage. Alors j'aime bien l'espionnage parce que lui pense, et comme moi, enfin moi je suis entièrement d'accord avec lui, que le monde qu'on nous montre n'est pas exactement ce qu'il est. Et quand tu vois des personnages dans un roman d'espionnage, ça se voit encore plus. Tu sais pas qui est qui. Il faut creuser, comme pour tout. Et c'est pour ça que j'aime bien John le Carré. Et comme tu me disais, toi, tu es inspiré de Stephen King. Oui, parce que c'est des gens, des auteurs, des artistes qui vont nous apprendre, enfin, ils nous intéressent parce qu'ils nous donnent des idées. Ils disent c'est là qu'il faut aller. Et donc, est-ce que c'est, alors quelque part, c'est un peu ce que disait Jenny aussi. C'est pas contre la liberté, la liberté, c'est de savoir qui l'on est. Et pour savoir qui l'on est, il faut des outils. Et ces Ouais. outils, c'est qui nous entourent et nos autres lectures. Forcément, un écrivain est forcément un lecteur. Tout à fait. Jennifer, je vois que tu voulais intervenir également. Et Michael. C'est pour moi l'expérience transcendante de la vie elle-même que l'être vivant humain vit en son sein, qui va refléter toute l'inspiration auquel qui va émettre ensuite par écrit. Moi, je vois typiquement. Donc, j'ai écrit mon propre livre à moi. Mais par exemple, lorsque j'avais Facebook sur mon mur, j'écrivais ce que mon inspiration ce qui abondait en moi en fonction de ce que j'ai pu vivre depuis, oui, je dirais la conception, parce que ce soit conscient, inconscient, enfin, tout est inscrit en nous et après vient se modifier et se retranscrire d'une façon ou d'une autre. Et après, c'est ce que j'appelle par l'inspiration. Elle abonde à un moment opportun pour, voilà, devoir nous faire écrire, voilà, des ouvrages, des poèmes, des citations. Et on est forcément influencé par tous les êtres qui nous ont précédés, puisque toutes ces informations sont intérieurement ancrées en nous. Donc enfin, c'est un sacré maillage qui fait que, waouh, chacun est inspiré en fonction de l'expérience qui le transcende. Je peux pas mieux dire. C'est intérieurement vécu et ça se reflète d'une manière ou d'une autre. Pour rejoindre justement Jenny, c'est que moi de mon côté, quand j'écris un texte ou j'écris une thèse, n'importe quoi, bah moi je fais carrément du copier-coller sur ce que je connais déjà, enfin, sur le point de vue de la structure que j'ai bien du texte, parce que forcément bah, j'ai des ouvrages et d'autres livres et ils ont tous des structures plus ou moins différentes les unes des autres. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je commence à écrire une histoire ou quelque chose comme ça. Bah, j'ai dit, bon, comment est-ce que je vais former mon truc? C'est quoi la structure? Qu'est-ce que je vais mener comme structure de base? Est-ce que ça, j'ai bien aimé? Est-ce que ça, j'ai moins aimé? Je sais pas. Bah, du coup, je pioche uniquement qu'est-ce qui m'a plu et je retranscris ensuite. Du coup, ça fait un genre de patchwork d'ouvrages différents que j'ai lus, mais avec mon texte à moi. Après, selon moi, en tout cas, en général, je pense que nous avons tous une source d'inspiration quelque part, forcément. Et cette source d'inspiration peut être diverse, que ce soit de la vie qu'on a vécue avec nos parents, des ouvrages qu'on a lus, même des certains articles qu'on a lus aussi. Et on se dit, tiens, quand il a écrit que ça, c'est pas mal, cette tournure de phrase et tout, tiens, je vais reprendre ça dans mes textes, c'est pas mal. Bon, je pense qu'on reprend un peu tous ces tips-là, et quand on commence à écrire, bah, inconsciemment, on les met. On les met sur le texte, on pose sur papier, puis c'est après, en se relisant, on se rend compte, on se dit, ah tiens, je connais cette tournure de phrase, c'est sur d'où déjà ça? Ah, bah oui, c'est tel bouquin. Ah, ça, c'est bien de là. Ah, pas mal, ok, c'est intéressant. Seulement, on s'inspire tous des uns des autres, d'une certaine manière. Et grâce à ces aspirations-là, bah, on peut créer notre propre, mais c'est un patchwork de tout ce qu'on a connu à la base. J'ai eu un prof qui m'a dit, mais tu sais, l'aspiration ne vient pas du ciel, ne vient pas de nulle part, en fait. L'inspiration vient toujours de quelqu'un d'autre avant toi. C'est ce quelqu'un d'autre qui a eu encore quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Et ça se transmet comme ça, de génération en génération. Et à chaque fois, bah, ça s'embellit, ça transforme. Évidemment, à chaque fois, on remet des couches de sa propre imagination, peut-être de sa propre liberté, qu'on vient coller à la liberté de quelqu'un d'autre. Enfin, j'aime beaucoup penser à ce concept dans ce sens-là. En tout cas, c'est parce que je me rappelle au début, les premières fois où j'ai écrit, la première fois où j'ai écrit d'ailleurs, j'avais 11 ans, et on nous avait donné une dissertation de français à faire. Il fallait qu'on écrive une page. Alors, une page à 11 ans, c'était énorme.
Sauf que je suis devenu un petit peu taré et j'ai écrit 20 pages en 3 jours. Et après, j'ai carrément écrit un livre. Bon, ça fait 150 pages. Et aujourd'hui, j'ai très honte de ce livre pour une raison bien précise. C'est parce que j'étais tellement inspiré par l'univers de J.K. Rowling et également de Christopher Paolini qui a écrit la série Eragon que c'est carrément du plagiat ce que j'ai fait. Donc en gros, j'ai changé les noms, mais j'ai mis les mêmes choses et tout. Et aujourd'hui, je me dis c'est le premier truc que j'ai fait et c'est pas anodin parce que évidemment quand on commence à se forger à faire des essais, etc. On est obligé de piocher dans nos lectures directes. Enfin, en tout cas, pour ma part, je trouverais admirable un écrivain qui n'a absolument pas plagié le moindre auteur avant lui. Les anciens déjà, c'était tellement magnifique, les messages étaient tellement vivaces, tellement imposants que c'est difficile de pas copier, de vraiment de s'échapper et d'avoir sa propre liberté, je trouve. À ce niveau-là, je sais pas comment c'est pour toi, Marc, qu'on écrit un peu tous les deux dans le même registre aujourd'hui dans les romans historiques. Et comment ça marche pour toi? Ouais. Tu me fais penser à ce que disait Pascal. Pascal, il disait finalement, on n'invente rien. On joue tous au jeu de pommes, donc au tennis, hein, c'était le jeu de pommes à l'époque, et il y en a simplement un qui place sa balle mieux que l'autre. Je suis pas d'accord avec cette idée de compétition parce qu'il n'y a pas de compétition dans l'art, mais oui, je suis d'accord avec toi dans l'idée que on va puiser, on va essayer de tirer des choses parce qu'on essaie de développer ce qu'on a au fond de nous. Pourquoi on essaie de comprendre une chose? Et effectivement, alors sommes-nous libres? Quelque part, on peut se demander si on n'est pas programmé pour trouver ce qu'il y a au fond de nous. C'est peut-être ça le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est de faire qu'est-ce que j'ai au fond de moi? C'est quoi que je vais apporter? C'est quoi que je vais amener? Peut-être c'est ça. Et dans ce cas-là, on peut dire qu'il n'y a pas de liberté. Ou alors la liberté, c'est justement de devenir ce qu'on est. Ça, c'est Nietzsche. Tu es libre de devenir ce qu'on est. C'est ça le surhomme de Nietzsche. C'est celui qui il élimine toutes les contraintes autour de lui pour pouvoir s'exprimer. Pas pour dominer l'autre, il s'en fout justement. Tout ce qu'il veut, c'est pouvoir être lui et avoir ce courant de vie. C'est Nietzsche. Et oui, moi je suis comme toi, oui, bien sûr, j'ai repris des textes, je me suis inspiré de choses, de beaucoup de John le Carré, d'ailleurs, c'est vrai que c'est pour ça qu'on le sent. Moi je fais des bouquins historiques comme toi, Théo, mais l'idée, il y a toujours une idée, il y a un chant, tous les écrivains ont un chant, et quelque chose, on a beau écrire n'importe quel genre différent, on a toujours une musique qui est pareille parce qu'on l'a construit cette musique. Mais l'important, c'est de savoir vers quoi elle mène. Et je pense que c'est ça. On n'est pas libre d'imaginer. Descartes disait, on ne peut pas imaginer quelque chose qui n'existe pas. C'est comme ça qu'il définit là d'ailleurs l'existence de Dieu. Il dit tout ce qu'on a dans l'esprit, c'est des choses qui existent. Alors même des choses qu'on peut construire intellectuellement. Quelque chose qui n'aurait absolument aucune idée d'existence humaine comme un extraterrestre, mais qui n'aurait aucune norme humaine, on ne pourrait pas l'expliquer, puisqu'on n'a pas les mots. C'est complètement impossible à expliquer. Et par exemple, il dit, bon, Dieu, d'après Descartes, hein, il explique comme ça, il dit de Dieu, c'est la perfection, et Dieu, c'est l'éternité. C'est deux choses qu'on ne peut pas connaître. Et pourtant, on le dit. Donc, Dieu doit exister. Bon, c'est son idée à lui. Hein, bon. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'on est justement là, notre liberté, elle est là pour devenir ce qu'on a. Et les gens qui n'utilisent pas cette liberté, finalement, ils sont encore plus contraints, puisque eux, ils sont pas contraints à devenir ce qu'ils sont, en tout cas chercher ce qu'ils sont, mais ils sont contraints d'être comment on appelle ça, des statues, des représentations, d'une espèce de figurants dans une vie qui n'est pas la leur. Et finalement, mieux vaut avoir une vie difficile où tu as essayé de chercher qui tu es, tu as essayé d'écrire, tu as essayé de peindre, tu as essayé de vivre ta vie, quelle que soit la manière, parce qu'il y a de la passion dedans, et la passion te rend libre. Même si effectivement, tu peux dire, mais pourquoi on a écrit, pourquoi on peint pas? Est-ce qu'on est vraiment libre? De ça, peut-être pas. Mais par contre, de quoi on est libre, c'est de savoir ce qu'il y a au fond de nous. Et je pense que c'est ça, la notion de liberté. Très important. Je sais pas ce que oui. Ah, c'est génial, Michael, vas-y. Alors, je vais faire un peu la Il se boucle du prépare. diable. Parce que, comment Il prie, là. Attends, parce que il y a beaucoup de trucs. Là, ça sera un peu plus philosophique le truc, hein, vraiment. Hein. Alors, imaginons que si dans les temps anciens, les écrivains déjà eux-mêmes ne pouvaient pas écrire ce qu'ils pensaient parce qu'ils n'avaient pas cette liberté en fonction de la politique ou de la croyance actuelle. Ok, ça veut dire qu'ils ont écrit des textes quand même qui allaient dans le sens de la politique, qui allaient quand même un peu dans le sens de la religion.
indirectement, enfin directement on va dire, puis indirectement ils faisaient passer leur message. Ok. Nous, en tant que génération future, on va reprendre ces textes-là et les lire. On va les interpréter d'une certaine manière, qui est peut-être pas la bonne comparée à ce qui était dit à l'époque. Ok. C'est-à-dire que en grandissant depuis l'école jusqu'à la fin de notre vie, on va lire des bouquins sur des personnes à qui on a contraint l'écriture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, même au fond de toi, avant de t'inspirer de ces livres-là, est-ce que toi-même tu es libre pour de vrai? Est-ce que tu sais vraiment qui tu es? Ou est-ce que tu es contraint par ces écrits-là, en fait, au final? Parce que eux-mêmes, ils étaient contraints. Du coup, tu te contrains indirectement en lisant cela. Tu vois un peu le cheminement que ça fait? Est-ce qu'on est vraiment libre de ce qu'on écrit, de ce qu'on lit? Sommes-nous plutôt pas prisonniers de ces écrits-là et ces aspirations-là au final? Oui, mais c'est la conception de le mot, ça serait le vocable de l'outil, parce que donc ces écrivains ont écrit des livres, des œuvres, des livres, qui sont des outils. Après, tu n'es pas libre d'utiliser un autre outil, mais si tu as choisi cet outil-là, c'est en étant libre. Et le fait que la manière dont tu vas utiliser cet outil va dépendre, enfin, va montrer si tu es libre ou pas. Il y a aussi ça aussi dessus, quoi. Oui, c'est toujours difficile à voir un peu la différence, mais qu'est-ce qu'une liberté totale? Une liberté totale, est-ce que c'est de l'anarchie? Est-ce qu'il n'y a plus rien? Quoique j'aime bien l'anarchie, hein. Mais même l'anarchie, il y a une notion de respect. On en revient à la citation de Platon, comme toujours d'ailleurs, on revient toujours à Platon. Évidemment. Mais la liberté, c'est pas d'être complètement dans l'espace sans gravité, hein. On se construit de ce qu'on a au fond de nous. La question, c'est comment on va se construire. Et c'est là qu'est la liberté. C'est vrai. Et ben, pour en Vous revenir êtes pour moi. Ah non, mais parce que Platon, c'est génial. Moi, tu me lances sur Platon, je suis parti. Et ce qui est génial avec Platon, si on en reste sur les formules de liberté, c'est qu'il avait cette définition de la catharsis aussi, euh, qui le rapprochait un petit peu du processus de maïeutique, de cette pratique médicale qui permet à l'âme de faire une purge, de se délivrer des passions, des passions de la caverne, et qui nous mène à la liberté. Et je trouve que ça fait un bon rapprochement avec ce besoin d'écrire, parce que Freud disait de la catharsis, il l'entendait comme une libération de la parole. Alors écrire, est-ce que c'est pas une libération de la parole? Est-ce que c'est pas se diriger vers cette liberté? Il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont utilisé l'écriture comme une catharsis. Je parle pas des innombrables auteurs qui ont écrit pendant les guerres notamment, hein. On a récemment, bon, si je vais en parler quand même parce que c'est sympa. J'avais lu On se retrouvera de Goldstein. Goldstein, c'était un couple qui ont résisté pendant un an. Ils ont été déportés, séparés. Ils avaient une enfant de 4 ans qui était à Lyon, et ils ont résisté pendant un an en étant séparés des pires atrocités. Ils en sont revenus, et du coup Madeleine Goldstein, elle a écrit la biographie de ce passage, et c'est très très poignant. Et il y en a des innombrables écrivains là. Je suis sûr que dans 2-3 ans, on va avoir un nombre d'autobiographies sur l'Ukraine qui va être impressionnant, et qui va nous apporter un petit peu plus d'éléments sur le brouillard total qu'on a parfois. Et ouais, pour reparler de cette catharsis, est-ce que ce serait pas la meilleure voie de la liberté d'un auteur, c'est de se libérer, de libérer sa parole. C'est ce que dit Bukowski. On existe parce on est écrivain, parce qu'on arrive à dire ce qu'on a au fond de nous. Mais non, bon, si tu parles de Freud, un peu de la psychanalyse des écrivains, c'est assez amusant. Il y a beaucoup de psychologues qui disent, des écrivains qui reprennent ça. Alors, est-ce que c'est vrai? Vous allez me dire. L'écrivain écrit tout ce qu'il a raté. Et comme ce qu'il n'a pas pu vivre dans la vie, il écrit par les mots. Voilà, pour le vivre réellement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Je suis pas spécialement d'accord. C'est un petit peu facile, je trouve. Parce qu'au fond, je pense encore que l'écriture est une recherche. Mais bon, j'aimerais savoir ce que vous en pensez avec cette idée psychanalytique.
trouve extraordinaire le fait justement d'entrer en profondeur. Donc, quand on pose un thème, une question, quoi que ce soit, c'est vraiment aller essayer d'aller à la source et en posant des questions. Moi, par exemple, là sur le thème de ce que tu as cité Théophile, j'ai écrit quelque chose qui a fait une page parce que en fin de compte, il y a tout qui se résolve dans le questionnement en lui-même par rapport à la question principale. C'est assez peut-être flou comme ça, mais c'est vraiment rentrant dans le fondement de la question que se résolve et que tu trouves toi-même la solution. Et c'est ce que font la plupart des psys, c'est te ramener à toi-même pour résolver ta propre situation, pour ensuite te réaliser. Oui, l'écriture serait une expérience, en fait, pour nous trouver nous-mêmes, effectivement, pour se réaliser, pour dire qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui va pas. Parce qu'on voit quand même tous ces auteurs, ils ont, en parenthèse, écrit un peu la même chose. Hein. Tu vas avoir Dormesson, que j'adore, Hugo, évidemment. Quelque part, est-ce qu'ils n'ont pas toujours écrit la même chose? On voit quand même qu'il y a, bon, on peut écrire sur le contemporain, on peut écrire sur l'histoire, mais quelque part, dans ce que j'appelais le champ de l'écrivain, est-ce qu'il n'y a pas effectivement toujours la même question qui se pose? Et là, j'ai envie de venir juste sur un référencement que j'ai fait de 10 livres pour reconquérir sa liberté, où j'ai juste trouvé inouï. Et alors là, ça va nous parler. Le premier qui est de l'auteur Épictète. Donc, entretien et manuel, la liberté commence dans le faire. Épictète était un esclave dans la Rome du 1er siècle. Il devint maître stoïcien. Son enseignement a été recueilli par son disciple Arien. Son principe absolu apprend à distinguer ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas, l'être et l'avoir. Argent, honneur, famille, amis, amant, emploi, maison, corps et même la vie, rien ne vaut d'être voulu, aimé ou pleurer quand le sort t'en prive, puisque les obtenir ou non dépend d'actions et d'obstacles extérieurs. Seul t'appartient ce que tu es selon la nature, c'est-à-dire une liberté de décision. Si tu l'exerces, alors aucun tourment ne peut t'atteindre. La liberté stoïcienne est avant tout maîtrise de soi, une discipline du détachement et de la volonté, pas drôle mais efficace. Le premier. Le second de l'auteur Boès, Consolation de la philosophie. Nous sommes à Pavie en 525. Boès, un temps conseiller du roi Théodoric, qui règne sur Rome, est tombé en disgrâce. Il est emprisonné et torturé avant d'être exécuté. C'est dans son cachot, en attendant la mort dans la souffrance, que le philosophe traducteur latin d'Aristote et de Platon écrit cet éloge de la philosophie. Alors qu'il est écrasé par l'injustice de la fortune, Dame philosophe lui apparaît sous la forme du dialogue platonicien, en vers et en prose, entre le prisonnier et la philosophie. Ce Socrate de l'Antiquité tardive s'élève, dans le tragique de la tyrannie subie, vers la liberté de la raison. La question qui le préoccupe pourra nous sembler assez lointaine. Comment concilier la liberté humaine et la toute-puissance de la providence divine? Mettez à la place de la providence divine toutes les figures modernes du destin, les déterminismes psychologiques et sociaux, les tyrannies politiques, les malheurs et souffrances qui peuvent nous toucher, et l'argumentation du libre arbitre n'a pas pris une ride. Magnifique. On va terminer là-dessus parce que la boucle est bouclée. On a débuté avec Platon, on terminera avec Platon. Et voilà, on retrouvera la prochaine fois avec un nouveau sujet sur la lecture, sur la littérature. Ah, moi, j'avais une bonne petite idée sur peut-être se questionner sur le rôle de l'écrivain dans le monde d'aujourd'hui, si ça peut vous intéresser. Je vous remercie pour vos interventions, comme d'habitude. C'était bien dynamique et j'aime beaucoup nos échanges et on retrouvera ce podcast à nouveau sur YouTube et très prochainement peut-être sur un site internet, qui sait. À bientôt.
Merci.